Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous ne savons pas encore comment vont évoluer les actuels événements qui occupent la scène publique. Nous ne savons pas s'ils vont avoir un effet boule de neige, un effet d'entraînement sur toutes ces forces en gestation qui ne parviennent pas encore à sortir de leur chrysalide, sur ces vastes catégories sociales livrées à elles-mêmes, que le régime désigne sous les vocables ronflants de Sha'b al-Azim et qui constituent la majorité des chômeurs, la majorité des délinquants, la majorité des harragas, la majorité des plus pauvres, la majorité des mal logés, des retraités, la quasi-totalité des handicapés et la totalité des laissés pour compte. Ces millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce sont ceux-là que les Ould Abbas, les Roux, les compagnies appellent Sha'b al-Azim, dans le même temps qu'ils les détroussent. Et c'est justement de ces catégories sociales que les observateurs attendaient des bouleversements, voire une explosion de colère. Et les mesures d'austérité qui se concoctaient dans les cabinets, qui allaient les frapper de plein fouet, plus que toutes les autres couches de la société, n'était pas pour rassurer, qui laissait craindre une explosion de violence que plus personne ne pourrait contrôler et dont personne ne pourrait savoir ce qu'en serait les lendemains. Et le pire, que redoutait tout le monde, était un hautement probable déchaînement de violence. La société algérienne avait trop longtemps macéré dans le bain mortifère du régime, de ses exactions, de ses turpitudes, de son injustice. Des abus en tout genre, à peine croyables, qui avaient rongé en profondeur l'âme algérienne. Une sourde colère grondait, une haine vénéneuse prospérait dans le terreau fertile d'un système dont personne ne pourrait décrire l'épouvantable réalité, l'épouvantable nature. Et si la rue n'avait pas explosé jusque-là, c'était parce que les Algériens étaient encore traumatisés par les atrocités qu'ils avaient vécues et qui sont encore dans tous les esprits. Tout le monde craignait donc que la situation ne dégénère, qu'elle ne précipite le pays dans une autre tragédie. Et tout le monde espérait que la sagesse prévaudrait, que le régime allait tout faire pour conjurer le malheur, serait-ce pour sa propre survie, pour éviter au pays de sombrer dans l'inconnu. Mais personne n'attendait que les élites du pays s'engagent dans un quelconque processus, serait-il de banale contestation sociale. Or, ne voilà-t-il pas qu'une simple manifestation de médecins résidents, qui s'expriment depuis des années déjà, sans jamais avoir obtenu satisfaction, se transforme, comme par miracle, en un formidable élan d'une élite que nous pensions anesthésiée à jamais et qui n'avait plus le choix qu'entre se taire ou s'exiler. Elle est donc sortie dans la rue, malgré les interdictions. Elle a forcé le respect de millions d'Algériens. Elle a provoqué comme un appel d'air pour le renouveau, pour l'engagement, pour aller vers des lendemains plus dignes. Des élites qui se profilent désormais comme des interlocuteurs possibles face à un régime qui jusque-là se fabriquait ses propres représentants du peuple, comme il dit. Des questions se posent néanmoins. Pourquoi toute la classe politique n'a-t-elle pas bronché? Et surtout, où est passée l'opposition, les quelques communiqués de pure forme mis à côté? Enfin, je parle de ces partis politiques qui se disent être de l'opposition. Aujourd'hui. L'expression « Ils annoncent une grève cyclique à partir de demain. Les paramédicaux montent au créneau » par Massiva Zeraoui. Chouf chouf, le Front social totalement occulté par la classe politique, par la rédaction. El Watan, alors que Hadjar adopte un ton menaçant, la grève du 14 janvier maintenue dans les universités par Fatima Arabe.
Mouvement des médecins résidents, le silence sidéral de l'opposition, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Merci Saïd d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs et aux invités. Bonsoir. Hassan Hirish, docteur en sciences économiques et néanmoins analyste politique. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci Jamaldine et je suis content d'être avec Saïd Aknin et Sofiane Djilali, deux acteurs importants de la scène politique algérienne. Merci. Sofiane Djilali, président de Jil Jadid. Merci Sofiane Djilali d'être avec nous. Bonsoir, mes salutations pour Hassan Hirish et pour Saïd Aknin et bien sûr à Jamaldine Benchenouf. Merci beaucoup. Alors, Sofiane Djilali, vous êtes président de Jil Jadid, qui s'est distingué ces derniers temps pour avoir observé une franche distance d'avec le régime, qui ne participe plus à ces initiatives généralement cousues de fil blanc, hein, vous le savez bien. Donc, quel est votre regard sur ces mouvements sociaux qui sont en train de faire tache d'huile en ce moment et qui sont en train, un peu comme réveiller cette intelligentsia dont on n'entend plus parler ces dernières années? Absolument, c'est Jamaldine. Depuis maintenant, pour ne pas dire de longues années, mais au moins de longs mois, on disait sur votre plateau que tôt ou tard, on allait vers le mur et que ça allait clasher. Et je pense qu'on y arrive maintenant, que le mur est en face de nous et qu'on le voit très bien. On commençait à désespérer à un moment de cette société algérienne qui semblait léthargique, qui ne voulait pas bouger, qui semblait immobile, tétanisée. Mais en fin de compte, je crois que ça a travaillé de l'intérieur et qu'aujourd'hui, elle commence réellement à prendre en main son destin et son futur. Mais quand vous dites travailler de l'intérieur, excusez-moi, je suis Gilles de vous interrompre, parce que c'est intéressant cette piste que vous suggérez. Travailler de l'intérieur, ça veut dire qu'il y aurait des forces latentes qui étaient là, qu'on n'avait pas vues et qui étaient en train d'éveiller les consciences, de préparer des choses? Non, pas sous la forme que vous évoquez ou vous invoquez. Non, c'est plutôt une conscience qui s'est répandue. Il y a bien sûr tout le discours politique. Il y a eu plusieurs acteurs qui sont intervenus inlassablement pour expliquer ce qui se passait. Et vous savez, les Algériens, comme tous les autres peuples, comprennent bien ce qui se passe. Ils le vivent. Le marché à l'extérieur le parle, leurs relations professionnelles, ce qui se passe sur le terrain. Il y a eu d'année en année un certain nombre de conflits sociaux qui petit à petit ont conflué. Et aujourd'hui, on est devant cette situation intenable pour le pouvoir. Maintenant, juste une remarque par rapport à cette idée qui est véhiculée incessamment que les partis politiques sont complètement déconnectés de ces mouvements sociaux. Je dois là dire qu'il y a une part de vérité, que des partis politiques ne veulent pas s'impliquer, ne sont pas intéressés par ces mouvements parce qu'ils ne peuvent pas les contrôler et que, en fin de compte, ils participent d'un régime qui les arrange et donc ne veulent surtout pas que ça aille trop loin. Mais il y a aussi des acteurs qui ont tenté de faire jonction avec ces mouvements. Et là, je peux vous parler franchement et directement. À partir de 2015, Jil Jadid a participé à pratiquement tous les mouvements sociaux directement sur le terrain. On l'a fait pour le gaz de schiste. J'avais été à plusieurs reprises à Ain Saleh. Lorsque les mouvements sociaux étaient dans la rue, par exemple, ceux qui avaient simplement des contrats de courte durée, les contractuels avec le ministère de l'Éducation, on s'était joint à leur marche, etc. Mais il faut dire que tous les mouvements sociaux, les syndicats, ne veulent pas, par principe, que les partis politiques s'approchent d'eux. Nous avions même, par courrier écrit, un courrier officiel à l'intersyndicale, leur demandant ce qu'on pouvait faire avec eux et pour eux, et ils avaient demandé de ne pas politiser. Parce que le pouvoir a réussi à faire rentrer cette idée dans la tête de tout le monde que les partis politiques sont un problème pour les mouvements sociaux et que si des syndicats voyaient dans leur rang des partis politiques venir les aider,
il y avait toujours cette idée derrière la tête que les partis politiques voulaient utiliser les mouvements sociaux à leur profit. Oui, Et mais donc, il est on est possible, toujours... Soufiane Gilali, n'est-il pas possible que des partis politiques puissent soutenir ces gens en marche sans pour autant marcher à leur côté d'une façon ou d'une autre? Par exemple, tous ces partis qui ont des députés au niveau du Parlement du régime, la moindre des choses, Iman aurait consisté à dénoncer ce qui se passe, ces brutalités policières. Ou alors comme des partis comme le vôtre, qui n'ont pas de députés, qui auraient pu marcher dans la rue, manifester devant la présidence, que sais-je. Écoutez, c'est ce que je vous ai dit. Par écrit, moi-même, j'ai réagi immédiatement le jour même. On a communiqué par les réseaux sociaux parce que, comme vous le savez maintenant, pratiquement, nous sommes blacklistés ici dans les journaux et les télévisions dites privées. Mais sortir sur le terrain à leur côté, ça leur pose problème. Nous avions pris contact avec plusieurs d'entre eux. Ils préfèrent ne pas avoir une dimension politique. Je pense que c'est une erreur parce que si on ne s'entraide pas, si la dimension politique n'intervient pas, ce sont des mouvements qui seront étouffés dans l'œuf. Maintenant que les partis qui sont dans l'enceinte parlementaire, je pense que là, le problème est réglé. Pourquoi ont-ils été aux élections? Pourquoi ont-ils accepté ce jeu morbide? Pourquoi ont-ils accepté, en fin de compte, de couvrir d'une pseudo-légitimité ces institutions? Là, tôt ou tard, ils devront être questionnés sur cela par la population et par leurs pseudo-électeurs. Restez avec nous, Soufiane Gilali. Hassan Hedj, d'abord votre regard sur ce qui est en train de se passer en ce moment sur la scène politique algérienne, sur la scène publique, dans la rue. Ce qui se passe est extrêmement grave et en même temps important, c'est-à-dire que c'est des manifestations qui prédisent, de mon point de vue, le salut pour l'Algérie. C'est-à-dire que finalement, une situation bloquée comme nous l'avons vu depuis des décennies est finalement possible de faire quelque chose. C'est-à-dire que les Algériens ne veulent pas rester les bras croisés, bien qu'ils ne sont jamais restés les bras croisés. On sait depuis... L'université, L'université, on ne l'entend plus depuis j'allais dire des lustres, depuis des décades, depuis des décennies. Certes, mais il y a eu tout un mouvement depuis les années 70 avec les grèves des étudiants à l'Université d'Alger, le mouvement culturel berbère en 1980 qui a quand même mobilisé toutes les universités du centre. Nous avons assisté dans les années 80, 83, 86, Oran, Constantine. Ensuite, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Mais il n'y a pas une implication de l'intelligentsia, de la communauté universitaire, une implication en tant que telle, une implication politique dans la vie politique. Ce que je pense, Jamel Din, c'est qu'il y a toujours eu une implication de l'élite. Mais malheureusement, il n'y avait pas les canaux d'expression comme aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas Al-Maghribiya, je suis désolé, ou la presse écrite en Algérie, on ne saurait même pas que l'intelligentsia algérienne se mobilise, que l'intelligentsia algérienne ne marche pas dans la combine du pouvoir, qu'il y a effectivement des universitaires qui pensent, qui réfléchissent, qui pensent aux générations futures, qui ont envie que la situation soit débloquée, qu'il y ait un espoir pour la jeunesse, que les Algériens soient bien soignés, que les Algériens soient bien traités, que l'agriculture puisse nourrir les Algériens, que l'industrie puisse subvenir aux besoins des Algériens, ainsi de suite. Je crois qu'il y a une intelligentsia aussi bien universitaire, aussi bien des entrepreneurs, aussi bien des syndicalistes, etc., qui aujourd'hui peuvent s'exprimer dans des médias comme le vôtre, comme Al-Maghribiya, alors que nous savons que jusque-là, ils ont été complètement exclus, marginalisés, bâillonnés, ainsi de suite. Je dirais que, puisque vous me posez la question, que ce qui est très important à dire aux Algériens aujourd'hui, de mon point de vue, c'est que une situation, et quel que soit le pays, ne peut jamais définitivement être bloquée. Nous avons vu des dictatures Jamel-Din pendant 40 ans sévir en Amérique du Sud, particulièrement le Chili, le Brésil, l'Argentine, mais pas seulement ces pays-là. Nous avons vu
en Europe du Sud, qui, à son tour, les colonels en Grèce, la dictature franquiste en Espagne, la dictature Salazar au Portugal, tout ça s'est volatilisé. Nous avons vu ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, l'éclatement de l'URSS, l'indépendance des pays justement qui étaient sous le joug de l'URSS. C'est très important de rappeler aux Algériens tout ça. Et nous avons vu que ce qui s'est passé à Gdansk en Pologne en 1980, c'est ce qui s'est passé en Kabylie. Je dirais que le mouvement de Gdansk était moindre que le mouvement de Kabylie. Mais parce que le mouvement de Gdansk était aidé par les Occidentaux, jusqu'à élire même un pape polonais, mais alors qu'ils étaient contre le général Jaruzelski, ces Occidentaux étaient pour le colonel Chadli à l'époque. Mais ça n'a pas empêché l'effet de boule de neige, à savoir que 1980 en Kabylie, 1988, 5 octobre dans toute l'Algérie, ensuite on a vu les grandes manifestations des années 90, des années 2000, et qui aboutissent aujourd'hui. C'est tout un fil conducteur aujourd'hui qui fait que... Soufiane Djellali vient de nous dire, qu'il parle en tant que président de parti, oui. vient de nous dire que les mouvements sociaux, les mouvements revendicatifs de façon sociale, pas politique, que les mouvements sociaux, généralement, ne veulent pas que les partis politiques les approchent par peur de récupération. Absolument. Mais les mouvements sociaux auxquels on assiste aujourd'hui et qui sont en train de soulever une véritable lame de fond, est-ce qu'ils ne seraient pas susceptibles de dégénérer, de se transformer en mouvement politique, purement politique? Tout est possible. D'une contestation du régime en tant que tel? De toute façon, il s'agit déjà d'une contestation du régime, parce que ce sont les décisions irraisonnées du régime qui font que des médecins et tout le corps médical sortent aujourd'hui dans la rue. C'est des décisions irraisonnées qui font qu'on a empêché une partie de la population algérienne, berbérophone, de s'exprimer, d'apprendre leur langue. C'est des décisions irraisonnées qui ont fait que des Algériens sont arrêtés, emprisonnés, qui ont fait que le Mzab a été complètement agressé, que des docteurs Kamal Din Fkhar ont fait de la prison, que Maître Abdenour Ali Haya a fait de la prison, que Louni Saïd Menguellet a fait de la prison, ainsi de suite. C'est toutes ces décisions complètement archaïques, dictatoriales, ont fait effectivement qu'aujourd'hui, la société algérienne montre bien qu'elle n'est pas soumise, qu'ils ont beau mettre le joug, le bâillon, etc., sur cette société, eh bien non, elle résiste. L'analyse de Soufiane Djellali est extrêmement pertinente. C'est-à-dire que le régime algérien a réussi à dire qu'il n'y a pas d'opposition et que finalement, opposition au pouvoir, c'est pareil. Et nous avons une lourde responsabilité de ce côté-là. C'est de dire que l'opposition, ce n'est pas pareil. Soufiane Djellali n'est pas le même que les ministres qui sont aujourd'hui dans le sérail. Le RCD, le FFS, Djellal Jadid, ce n'est pas pareil que le FLN, le RND. Je suis désolé. Effectivement, le régime algérien fait tout, non seulement pour discréditer ces partis politiques, mais surtout pour ne pas leur donner la parole. Aujourd'hui, on assiste à la monopolisation de la parole par les partis au pouvoir et effectivement, toute l'élite politique algérienne d'opposition est complètement marginalisée, mise de côté, si bien qu'aujourd'hui, nous tous, on dévalorise un petit peu l'opposition. Or, mon dernier mot, Jamal Eddine, pour cette fois. Or, il est très important de dire que ce n'est pas la même chose, que les élites politiques d'opposition qui n'ont pas le droit à la parole, ce n'est pas pareil que les hommes du sérail. Et c'est comme ça que nous allons, à mon avis, encourager ceux qui se battent sur le terrain. Saïd Akli, justement, c'est cette opposition. Est-ce que nous pouvons la dédouaner de ne pas
s'être prononcée suffisamment fort en de telles circonstances, parce qu'elle est muselée, parce qu'elle ne dispose pas de canaux d'expression, parce qu'on réduit sa visibilité, ou est-ce parce qu'elle est, comme disait Aït Ahmed, dans le râtelier, dans la mangeoire? Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui peut augurer un bel avenir, dans le sens où le système a déployé des moyens énormes, de l'argent, la corruption, ça en matière de corruption. En d'autres matières, il a fait vivre au peuple algérien un terrorisme d'État qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Et le peuple algérien n'est pas encore sorti des stigmates et des traumatismes de cette situation. Si aujourd'hui, il y a un Algérien qui lutte, c'est un miracle. Si aujourd'hui, il y a un Algérien qui solidarise avec son autre frère algérien, c'est un miracle. Si aujourd'hui, le mot démocratie, le mot droit de l'homme, le mot assemblée constituante existe encore dans le jargon politique, citoyen du peuple algérien, c'est un miracle. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à un mouvement. Ce mouvement, il est à deux niveaux. Il y a le mouvement visible, c'est les médecins résidents qui luttent et que je soutiens depuis maintenant des années et que personne aujourd'hui ne pose la question de combien sont payés les médecins cubains qu'on importe. 3 000 euros. 3 000 euros par mois. Et combien est payé le médecin algérien et parfois plus qualifié? Beaucoup moins. Ça, c'est une autre question. Peut-être 5 fois moins. C'est justement, 400 euros. c'est justement cette injustice associée à d'autres injustices qui font qu'aujourd'hui, il y a ceux qui luttent, on les voit. Il y a ceux qui résistent dans le silence. Il y a aussi ceux qui font de la solidarité un acte de résistance vis-à-vis ce qu'il a vécu le peuple algérien. Le système a utilisé deux méthodes, la méthode de la segmentation et la méthode de la disjonction. La méthode de la segmentation, c'est diviser, corporatiser, pour qu'il n'y ait pas effectivement une jonction, pour qu'il n'y ait pas une convergence de lutte et une convergence vers la construction de synergies porteuses d'espoir et d'espérance pour enfin libérer le peuple et la patrie du joug de cette dictature. Il les a très bien utilisés, associés à cela de la manipulation des masses, la manipulation psychologique, la torture, c'est-à-dire le domaine de définition de la vie d'un Algérien aujourd'hui, c'est la hogra et la harga. Voici à quoi ils ont limité le peuple algérien. Et dans cette situation, comment qu'on appellerait en d'autres termes? On les appellerait, quand on étudie la situation, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, le taux de chômage, la situation de l'industrie, l'absence de l'espoir, la hogra, toutes les injustices. Ça, c'est les raisons objectives. On les appelle les raisons objectives d'une déflagration sociale. Il manque une raison subjective. Je fais une petite analogie. En Tunisie, il y avait tout ça qui était réuni. Il suffit d'une petite étincelle. Une petite étincelle. Oui. Je ne souhaite pas, parce que certains diront, mais attendez, ils sont à travers une chaîne qui souhaite est-ce qu'il y a la dislocation, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser de la propagande pour pouvoir discréditer notre message. Oui. Notre message, il est clair. Nous souhaitons que le système parte dans le calme et qu'on reprenne la destinée du pays dans la sérénité et qu'on laisse ses enfants la bâtir. Voici ce que nous souhaitons. Mais avant d'en arriver à cela, ils s'accrochent. Pourquoi ils s'accrochent? Parce qu'il y a encore de l'argent à distribuer entre eux. Il y a encore des puits de pétrole à pomper comme une vache à lait. Voici la situation. Maintenant, la situation de l'opposition. La situation de l'opposition, il est vrai qu'il y a certains qui ont écrit, ils ont dénoncé. Mais la situation recommande-t-elle simplement un communiqué? Voilà. La situation recommande-t-elle simplement à ce qu'on se mette, je ne sais pas dans quelle situation, après avoir vu, parce que ce qui se passe actuellement, c'est le résultat de la désingestion du pays, de l'abandon des pans entiers du pays. C'est le résultat depuis maintenant 1962,
l'indépendance confisquée à aujourd'hui. C'est le résultat de Bouteflika, de Chedli, de Boumdien, de Ben Bella, de tous réunis, de tous ceux qui ont pris les destinées du pays. C'est le résultat de Douihia, de Sellal et compagnie. Ça, c'est le résultat de leur gestion. Est-ce qu'aujourd'hui, on se retrouve à plus de 30% de jeunes chômeurs? Est-ce qu'on se retrouve à plus de 5 millions de retraités précaires? Officiellement, c'est que 11%. Et la Banque mondiale... 11% et la Banque mondiale vient quasiment presque de féliciter Ouyahi. Non, la Banque mondiale, elle a donné 30% de chômage, du taux de chômage de jeunes. Et ça, je le confirme. D'accord. Et le FMI aussi. D'accord. Bien que vous connaissez mon point de vue par rapport à ces machins internationaux. Oui, les statistiques officielles algériennes ne tiennent pas compte des femmes. Entre autres, mais avec les femmes, ce ne serait pas 30%, ce serait 50%. L'opposition, maintenant, des femmes au foyer. Moi, quand je pense à l'opposition, il est peut-être temps de changer de paradigme et de changer de lecture. L'opposition, ce n'est pas simplement un cadre, ce n'est pas simplement l'addition des sigles. L'opposition, c'est les richesses populaires. L'opposition, c'est ces jeunes chômeurs qui luttent. C'est l'opposition, c'est ce père de famille qui a du mal à finir sa fin de mois. C'est l'opposition, c'est ce retraité qui a du mal à vivre. L'opposition, c'est cette femme qu'on a agressée. L'opposition, c'est tout ce peuple qu'on empêche de recouvrer sa souveraineté. En même temps, c'est extrêmement important de valoriser les partis. Après, effectivement, sans le rôle de cette opposition, sans le rôle... Et d'ailleurs, elle était née dans la douleur en 1962. On ne lui a pas accepté. Certains ont pris le maquis pour pouvoir exister. C'est sans cette opposition, sans le travail de ces hommes et de femmes d'honneur. Et tout à l'heure, je reviendrai au sens de l'honneur, parce qu'aujourd'hui, être opposant, c'est avoir le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur de ces hommes et de ces femmes. On n'y serait pas ici, ni moi, ni toi, mon ami Djemeldine, ni... Mais est-ce la même opposition que celle de 63 et celle d'aujourd'hui? Bien sûr, absolument pas la même. Le contexte n'est pas le même, l'histoire n'a pas les mêmes, et aujourd'hui... Et les hommes ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Le fil conducteur est le même puisqu'il s'agit de la répression et il s'agit du peuple opprimé. Et moi, je ne fais pas le procès de l'opposition, je fais le procès du système et du régime. Alors, Sofiane Gilali, d'abord, avant d'aller plus avant dans notre discussion, est-ce que vous êtes au courant de ces députés qui, au même moment que la contestation sociale des résidents, des médecins résidents s'exprimait, eux ont demandé à ce que leurs émoluments ou leurs salaires, on les appelle comme on veut, ou leur traitement, soient relevés et que leurs frais de mission quotidiens soient relevés de 500 à 1000 euros jour. Est-ce que vous êtes au courant, M. Gilali? Oui, j'ai vu l'information comme beaucoup de monde. Elle a circulé sur les réseaux. C'est triste de voir ce genre de demande et en ce moment en particulier. Alors, pour le reste, M. Gilali, la plupart comment dirais-je, des partis politiques dans l'opposition ou non, se sont exprimés un temps, soit peu. Certains ont eu le courage, la témérité de commettre des communiqués assez vigoureux, mais ils se sont arrêtés là. Et pourtant, ce sont des partis qui se disent de grands partis d'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en la matière, il y a vraiment des choses à dire? Absolument, il y a des choses à dire et surtout des choses à faire. Je rappelle à nos chers auditeurs ou téléspectateurs que nous étions déjà sortis sur les pavés et vous en montré quelques images sur El Magharibiya. Combien de fois on l'a fait, mais sans avoir le soutien de la population, malheureusement. Mais c'est l'occasion de faire appel à tous ces mouvements syndicaux, sociaux et aux partis politiques. Et je suis prêt à sortir à leur côté à condition qu'ils le veuillent. Je ne veux pas sortir pour causer des ennuis à ceux qui organisent ces sorties, mais au contraire à le faire en commun, la main dans la main. Est-ce que vous êtes en train de lancer un appel aux contestataires pour leur dire
de faire jonction avec la véritable opposition politique qui souhaite s'exprimer aussi dans la rue? Oui, clairement, absolument. Parce qu'un parti politique découplé et déconnecté de la masse, il ne peut jamais rien faire de sérieux malgré tout ce qu'il peut apporter comme programme, comme encadrement, etc. Et de la même façon, des mouvements sociaux non encadrés politiquement n'arriveront pas en bout de course à réaliser un changement que, en fin de compte, nous demandons tous. Parce que si on reste dans un esprit purement corporatiste, bien entendu, chaque corporation peut grignoter quelques centimètres, mais au final, elle va perdre globalement parce que s'il n'y a pas un changement de système significatif, il n'y aura rien de positif à moyen et long terme. Mais justement, vous suggérez quelque chose de très prometteur, Sien Gilali, pardonnez-moi de vous le dire comme ça. Si une telle jonction pouvait s'opérer, j'allais dire une telle magie de ces élites qui sont en train de s'engager plus que sur le terrain social, quasiment sur la scène politique, si ces élites-là pouvaient faire jonction avec le peu d'opposants réellement, de véritables opposants politiques, est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait cristalliser quelque chose de nouveau qui pourrait représenter réellement la société algérienne, réellement le peuple algérien, plutôt que ces gens de Tleiba, Ould Abbas, Taj, Roul, Yahya, que sais-je? Absolument, bien sûr. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur votre plateau aussi. S'il y a quelque chose de positif qui sortira, il viendra d'un mouvement de la société. Les partis politiques sont malheureusement bridés, ils sont trop limités dans leurs possibilités de mouvement, il n'y a pas de moyens, et donc ce n'est qu'un mouvement de masse qui viendrait faire jonction avec des demandes politiques. Mais maintenant, juste après, se posera le problème, quoi faire de ce changement? Et là, il ne faut pas qu'on tombe dans du populisme où chacun va tirer de son côté pensant avoir ramassé la mise. Il faut qu'il y ait un véritable travail préparatoire. Et ça, c'était le rôle des partis politiques. C'était préparer des projets de société, préparer de vrais programmes, préparer des cadres capables d'assumer des rôles importants. Et le reste doit venir comme donner de la chair à ce mouvement-là, donner de la puissance et laisser émerger également des leaders à partir de la masse. Il ne faut pas avoir peur de l'émergence de nouvelles têtes. Au contraire, il faut encourager, il faut que les partis politiques s'ouvrent et il faut que le mouvement social s'ouvre aussi sur les partis politiques. Et est-ce que, vous savez, vous êtes en train de nous donner des idées. Est-ce que ce genre de jonction, s'il pouvait s'opérer, et ce genre de vision, s'il pouvait avoir lieu, ne pourrait pas donner lieu à une sorte de, comment dirais-je, une force qui se cristalliserait comme ça dans le feu de l'action et qui convoquerait une sorte d'assise entre les uns et les autres, entre de vrais représentants, de vraies forces politiques, des forces vives qui pourraient justement, comme vous le disiez, pour vous reprendre, pour que ça ne se fasse pas n'importe comment, pour avoir une feuille de route claire, pour aller vers une transition claire avec des programmes, des actions. Est-ce que ça ne serait pas possible? Dites-vous bien que l'idée ne vient pas là comme un cheveu sur la soupe ou subitement, que c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons depuis maintenant de longs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Prenez l'exemple, le boycott en mai 2017 des législatives, nous l'avions fait avec des éléments de la société civile. À Djil Jadid, nous organisons très fréquemment des conférences dans le cadre du conseil scientifique et auxquelles on convie des conférenciers de la société civile. Je peux vous citer plusieurs noms. Nous sommes en contact continu également avec des activistes qui sont aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le cadre des mouvements syndicaux. Mais ça demande du temps parce que monter une organisation aussi large et importante, d'abord, vous vous exposez immédiatement à une contraction de la part du pouvoir. Deuxièmement, il n'est pas facile de construire en Algérie ce type d'organisme parce qu'il n'y a pas de culture de l'organisation. Malheureusement, très souvent, les Algériens
veulent agir en solo. Ils sentent qu'ils ont quelque chose à dire, ils veulent le dire, mais ils veulent le faire en étant complètement libres de leur mouvement. Alors il faut concilier entre cette liberté d'action, cette autonomie de l'individu, mais dans un cadre réfléchi. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant depuis longtemps maintenant, et j'espère qu'on aboutira à quelque chose de très concret dans le feu de cette action-là. Et je suis tenté de poser la même question à Hassan et à mon ami Saïd. Et si une telle synergie, Hassan, pouvait naître à l'occasion de cette formidable contestation, une synergie de vraies forces qui irait vers un même objectif, faire face à ce système, exiger de lui qu'il aille vers une transition douce, passive, sans violence, pacifique. Est-ce que ça relèverait du miracle? Est-ce que ce ne serait pas possible? Ce qui a été possible ailleurs, dans d'autres pays, je pense à récemment dans certains pays d'Afrique, au Burkina Faso, au Libéria, au Zimbabwe, etc. Ce qui a été possible en Tunisie, ce qui a été possible, encore une fois, dans les pays de l'Est, ce qui a été possible, encore une fois, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, ça ne s'est pas fait pacifiquement, ça s'est fait dans la violence. Ça dépend des pays. Oui. Il y a effectivement eu beaucoup de violence, mais ce qui a été salutaire, c'est la mobilisation populaire. C'est vrai. D'une part, mais aussi que cette mobilisation a été incarnée par des figures emblématiques. Et peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est justement que cette opposition soit incarnée par une figure emblématique, parce que nous sommes justement dans une culture où l'institution, ou l'organisation, etc., compte moins que l'être humain lui-même, que l'homme lui-même. Donc peut-être effectivement, en entendant Sofiane Djilali, qui est un homme de consensus, un homme d'opposition, un homme intègre, en l'entendant, ça me donne beaucoup de courage, parce que je me dis que peut-être avec Djil Jadid, avec le FFS, avec le RCD, avec le MDS, peut-être même avec le parti de Benfilis, etc., peut-être qu'ils pourront... Et vous excluez les islamistes de l'équation? Non, pourquoi? Je n'exclus personne. Il y a effectivement des islamistes. Vous savez, l'intérêt général, ce n'est le monopole de personne. Ce qui a été possible au contrat de Rome peut être possible aujourd'hui. Donc il y a des islamistes, effectivement, qui acceptent aussi les laïcs, qui acceptent une autre éducation, qui acceptent la liberté individuelle. De tous les côtés. Absolument. Un cadre. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tard encore, que tous ces partis-là peuvent trouver dans la société civile une figure emblématique qui puisse incarner cette opposition. Ce n'est pas forcément un chef de parti qui aura... Parce que c'est un problème psychologique aussi, qu'il y a un problème de leadership et qu'effectivement ces partis-là voudraient tous cristalliser l'opposition, à représenter l'opposition. Mais peut-être que si ces partis-là s'entendaient et qui trouvaient une figure emblématique qui représenterait l'opposition, elle pourrait effectivement faire face au régime actuel. Non pas, comme vous le dites avec intelligence, Jamaldine, non pas qu'il fasse un mouvement frontal avec le pouvoir, avec les hommes du pouvoir, mais faire comprendre à ce régime, aux hommes du pouvoir, qu'il est de leur intérêt qu'il y ait un changement, qu'il y ait de leur intérêt que leurs propres enfants, leurs propres petits-enfants, trouvent une meilleure éducation que celle-là, trouvent une meilleure industrie que celle-là, une meilleure économie que celle-là, une meilleure agriculture que celle-là. Et puis avec une telle force, on pourrait aller vers de vraies élections, par exemple. Absolument. Une force aussi présente empêcherait la fraude, obligerait le régime à faire attention, ferait sortir de vrais candidats de l'ombre. Absolument. Par exemple, je pense... Écoutez, à observer la société algérienne, comment elle fonctionne, le programme est déjà fait. C'est-à-dire, je m'explique. C'est-à-dire, quand on regarde les consulats qui sont à Alger, les consulats vers l'Arabie saoudite, vers l'Iran, vers l'Égypte, ils sont vides. En revanche, les consulats vers l'Europe, ils sont archi-combles. La demande algérienne vers les consulats européens, c'est vrai. C'est des milliers, des centaines de milliers. C'est très vrai. Donc le modèle social,
le modèle culturel, non pas à imiter bêtement, mais d'où on peut prendre un certain nombre de leçons. Ce sont ces modèles-là que demandent les Algériens. Et donc, il faut aller vers la modernité que la société algérienne désire, qu'elle-même, elle s'est transformée. Ces 20, 30 dernières années, la société algérienne a complètement changé. Elle a changé malgré le régime qui veut la maintenir dans le conservatisme. Elle n'a pas changé etc. combien non plus? Elle a changé. On n'est plus dans la société paysanne, on n'est plus dans la société traditionnelle, etc. Mais on est aussi dans une société qui a été délestée de ses valeurs. Oui. Qui est perdu, qui est stressé. Tout à fait. Mais les valeurs aussi changent, Jamal Din. Les valeurs de solidarité ne sont plus les mêmes. Ce n'est pas une solidarité familiale, de voisinage, etc., mais une solidarité par les partis politiques, par les syndicats, par les associations, etc. Donc, il faut par la rapine, par le compagnonnage, par la cooptation. Ben, ça vient du régime algérien. Oui. Ça, justement, ça vient de... C'est-à-dire que malgré, justement, cette rapine, malgré cette politique, justement, d'exclusion, cette politique de népotisme, de favoritisme, de détournement, etc., eh ben, il y a quand même des pans entiers de la société qui sont restés sains. Et justement, c'est ces pans entiers qu'il faut encourager, c'est ces acteurs justement de la société, les enseignants, les médecins, ce sont les syndicalistes, le mouvement Amazir, les partis politiques d'opposition, les demandeurs de logement, ce sont les enseignants, les concessionnaires d'automobiles, les automobilistes, les gens qui s'inscrivent pour avoir des logements finalement. Pourquoi les concessionnaires automobiles, en quoi J'en sais rien. Oui. Je veux dire, les entrepreneurs, parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux. On voit par exemple Cévital, comment il a envie de développer son industrie, mais qui est malheureusement verrouillée, qui pourrait créer des dizaines de milliers d'emplois. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui veulent investir. Tous ces immigrés qui sont à l'étranger, qui voudront enseigner, soigner, investir dans leur propre pays, etc., mais qui sont empêchés justement par le système algérien. Ce que vous disiez et auquel je souscris, c'est qu'il ne faut pas faire peur. Il faut rassurer et les juges, les procureurs, les commis de l'État, les walis, etc., les maires, etc., ils doivent être rassurés. Et ils doivent comprendre qu'un changement de système, non seulement leur portera pas préjudice, mais au contraire, leur garantira d'autres rôles et surtout garantira un meilleur avenir pour leurs enfants. Et de vivre plus honorablement. Absolument, dans l'honneur. Saïd, même est-ce qu'une telle synergie est possible pour aller vers un lendemain meilleur? Vous savez, 1954, ils étaient 6. Quand on compare la force de la deuxième puissance mondiale et la force algérienne de l'époque, qu'est-ce qui les a motivés? C'était le rêve algérien. Aujourd'hui, notre rôle, non pas simplement d'être les prêcheurs de la société, de se dire qu'on est là, on apprend au peuple. On est là pour apprendre du peuple, en toute humilité. On avait dit que le peuple était mort et on voyait ce qui s'était fait comme manifestation pour le gaz de schiste. On disait qu'il n'y avait plus de contestation. Et maintenant, on voit ce que font les enseignants résidents. Et les médecins résidents. Et on a vu ce qu'ils ont fait, les enseignants, auparavant. Oui. Le jour J arrivera. Quand? C'est la question qui se pose. J'ai la certitude qu'il arrivera. Maintenant, effectivement, il y a certains qui veulent nous enfermer, encore une fois, dans ces histoires de modèles. Il n'y a rien comme indicateur d'un choix de modèle. Le modèle, c'est le modèle algérien. L'Algérien est algérienne. Elle n'est ni occidentale, ni orientale. L'Algérie est avant tout algérienne, avec ses valeurs. Ses valeurs, c'est Mohamed Dib. Ses valeurs, c'est Mouloud Mamri. Ses valeurs, c'est Mouloud Feraoun. Ses valeurs, c'est tout ce qu'a sécrété cette société de meilleur. Et aujourd'hui,
elle va sécréter ses leaders, elle va sécréter les porteurs de flambeaux, et elle va permettre l'éclosion de centaines de leaders, et ça se fait naturellement dans la société. Moi, j'ai fait les structures autonomes, horizontales et autonomes, à l'université. J'étais syndicaliste. À aucun moment, on m'avait dit que tu étais président. On se faisait élire dans des assemblées générales. Mais grâce au travail, grâce au sérieux, grâce à la sincérité, grâce à l'implication, grâce aux valeurs aujourd'hui, justement, l'opposition aujourd'hui pour qu'elle s'incarne, qu'est-ce qu'il y a lieu qu'elle fasse? C'est la question qu'on doit se poser. Premier élément, c'est d'être des hommes et des femmes d'honneur. Les hommes et des femmes d'honneur dans cette situation, ça repose sur quoi? Ça repose sur des valeurs. Aujourd'hui, le régime en place, ils savent qu'ils doivent partir. Ils savent qu'il est de leur intérêt, propre intérêt à eux de partir. Mais que choisir? Choisir la voie de réforme? De choisir le seul moyen, c'est la radicalité politique. Aujourd'hui, ils doivent partir. Qu'est-ce que vous voulez dire par radicalité? Et la radicalité politique, c'est d'arriver un jour justement à créer jonction entre toutes les luttes. Et il n'y a pas de concession et il n'y a pas de négociation. La seule négociation qu'il y a, c'est définir un échéancier pour qu'ils partent définitivement. Parce que non seulement ils bloquent le leadership politique, le leadership économique, le leadership culturel, mais ils imposent à la société de faux leadership. Excuse-moi, Jamaldine, est-ce que c'est Ali Haddad qui représente l'excellence de l'économie algérienne? Non. Non. Est-ce que c'est le secrétaire général de Ould Abbas qui représente le FLN? Absolument pas. Est-ce que c'est Amarol qui représente l'opposition algérienne? Saïd, je me permets de vous interrompre. Je me permets de vous interrompre. Je donne mon avis, hein, nous discutons entre amis autour de cette table. Forcer le régime à partir de façon radicale, comme vous dites, et définitive, et brutale, et brusque, je veux dire, d'un coup, ce régime, s'il ne part pas de façon, ça veut dire dans une véritable transition qui peut prendre des années, il peut faire très mal. Non, je pense qu'il faut... Y compris se suicider lui-même. Je pense qu'il ne doit pas prendre des années. Je pense que 2019 est la date... je reviens à vous, la dernière chance pour justement que... Mais on peut pas... Mais 2019, de toutes les façons, ils sont en train de se préparer pour une succession. Au lieu de préparer une succession... Ils ne partiront pas comme ça du jour au lendemain. C'est ce que je suis en train de dire. Faut pas y croire. C'est-à-dire que les mobilisations actuelles, que je pense vont se multiplier, et que les associations, les partis politiques, les syndicats, etc., mais le peuple entier, un 5 octobre, n'est pas à exclure. Je vous laisse finir, Saïd, parce qu'il ne reste qu'une minute et demie à peu près avant de lancer des extraits de la marche. Le temps pour eux est synonyme de ruse. La négociation, en dehors d'un échéancier de départ, est ruse. On sait ce qu'ils ont fait à travers la dernière constitution. Qui est assez organisé pour pouvoir discuter avec eux de cette façon? Où est cette force qui ramasse autour d'elle toutes les forces de la nation pour pouvoir imposer un tel échéancier? Les richesses populaires vont sécréter naturellement, Jamaldine. C'est un processus naturel et j'ai l'espoir en ça. Mais l'essentiel, c'est d'identifier des éléments, des hommes et des femmes d'honneur qui vont porter la voix, qui vont servir et non pas se servir. Quand la Révolution, elle avait sécrété des hommes et des femmes, ce n'est pas parce qu'ils avaient un pouvoir magique, mais tout simplement parce qu'ils avaient un sens de l'honneur. Et l'honneur était synonyme de l'indépendance du pays. Aujourd'hui, l'honneur est synonyme de quoi? De la libération du peuple et de la patrie du joug de la dictature. Et moi, j'ai confiance en la jeunesse et l'avenir aujourd'hui. L'avenir du rêve algérien, il s'appelle jeunesse. Et je vous arrête sur ces mots très prometteurs dont je vous remercie. Merci Saïd Aknin, merci Hassan Hersh, merci Sofiane Gileli. Restez avec nous, mes chers amis. Nous allons vous repasser des images de ces manifestants, médecins résidents et de ceux qui les ont soutenus. Merci à vous de nous avoir suivis. Salama.